Bonsoir, bonsoir à tout le monde d'être là. Ce soir, nous remercions l'Académie du climat de nous accueillir. Les jeudis de l'écologie de ce mois-ci sont donc organisés par les journalistes écrivains pour la nature et l'écologie et par la JJH, Association des journalistes du jardin et de l'horticulture. On va donc commencer rapidement. Je vais faire l'introduction en vous disant qu'en France, on compte 17 millions de jardiniers. Ça représente 1 million d'hectares de jardins sur le territoire. 7 Français sur 10 déclarent avoir leur propre jardin, ce qui représente une moyenne de 500 mètres carrés par Français concerné. C'est pas ridicule. Autant vous dire que quand on parle de biodiversité, ça ne compte pas pour rien. Mais qui dit jardin dit imaginaire, code culturel, relations intimes. Le jardin du particulier est ce cocon dans lequel on se love, on s'abrite, c'est un endroit très privé. C'est aussi le lieu de l'illusion de la toute-puissance propriétaire qui se heurte à la nature, souvent. Là se jouent toutes nos projections esthétiques, nourries de nos représentations, du plein, du vide, du beau, du laid, du propre, du négligé. Là encore se joue ce que nous donnons à voir aux voisins, aux amis, l'œil critique par-dessus la haie ou l'invité sous le parasol. Plus ou moins clos, le jardin nous protège ou se montre. Enfin, le jardin, on n'y pense pas assez, est un milieu de vie et de passage de la faune, des pollinisateurs et des semences qui semblent à notre échelle. Qu'on y pense ou pas, chaque jardinier a un rôle local, national et planétaire et est acteur des corridors de biodiversité. Et peut-être est-ce mieux si on le sait. Pour discuter de cette influence du jardinier de la Terre à la planète, je vais laisser la parole à nos invités et leur proposer de se présenter brièvement. Alors, on commence par Charles. Bonsoir, merci déjà de m'avoir invité. Je m'appelle Charles Cosno, j'arrive du Lot et j'ai fondé une association qui s'appelle Corridori avec un ami ingénieur agronome qui s'appelle Hervé Coves. Et le but de l'association est tout simplement de recréer des corridors ou de préserver des corridors écologiques. Et nous, on a une petite vision internationale, un peu utopique, de relier et de recréer des corridors écologiques entre l'Europe et l'Afrique. Et peut-être je vous en dirai un peu plus pourquoi chacun peut jouer un rôle dans ce grand mouvement des animaux. Voilà. Je vais me faire la voix des animaux, des insectes et des champignons. Ok, merci Charles. Clara. Bonsoir, merci aussi de m'inviter. Je suis Clara Delannoy, je suis la responsable de la mission biodiversité urbaine au sein de l'association Noé, qui est une association nationale. Et donc au sein de cette mission biodiversité urbaine, on a à cœur de préserver la biodiversité et de, pourquoi pas, renforcer et restaurer les écosystèmes en nous appuyant sur les milieux artificialisés. Donc, comme l'a dit Isabelle, qui ont beaucoup à jouer, un rôle important à jouer dans la restauration de la biodiversité de façon générale. Donc, on s'appuie sur les jardins des particuliers, des entreprises ou des collectivités, et aussi sur ce qu'on appelle la trame noire, donc qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais qui a aussi un rôle à jouer, sur lequel les jardins ont aussi une importance. Sans parler de la trame brune, Sans parler de qui la trame devient de plus en plus importante. Paul Robert. Merci pour l'invitation aussi. Paul Robert Tacax, je suis chargé d'études floristiques à la ville de Paris, agence d'écologie urbaine, à la direction des espaces verts. Mon service est très engagé dans le plan biodiversité de la ville de Paris, qui est actuellement en révision. Et une action dont je suis personnellement chargé et qui m'amène ici ce soir s'appelle favoriser la flore régionale en ville. Ok, super. Présentation succincte, c'est très bien, on peut démarrer tout de Voilà. suite. Après, je présente Sylvie Duni, journaliste, adhérente des 2 associations dont on a parlé. Et moi, je suis Isabelle Vauconsant, je suis journaliste aussi. Même punition. Même position.
Voilà. OK. Bon, on va démarrer tout de suite, mais alors, enfin, comme tout débat, on va commencer par les définitions. Parce que quand on a préparé cette table ronde, tout de suite, Paul Robert a dit, mais parler de corridor, mais il ne faut peut-être pas parler de corridor, peut-être parler de tram aussi. Alors, on vous donne tout de suite la parole. Vous soyez le premier à en parler, et je pense qu'après, Charles pourra en dire un petit peu plus sur ces définitions. Alors, je vous disais que nous étions en charge à la ville de la question du plan biodiversité de la ville, donc de notion de corridor écologique, de réservoir urbain de biodiversité. On estime donc que la ville aussi, ça se décline sur tous les territoires, est un lieu de vie, de passage, de reproduction, de circulation des espèces animales dont nous faisons partie, dont nous ne sommes qu'une partie, et des espèces végétales aussi. Leur vie nécessite des lieux de vie, ça s'appelle des lieux de biodiversité, des réservoirs de biodiversité, qui sont connectés entre eux par des possibilités de passage réelles pour les marcheurs, pour les volants, pour les nageurs. Je parle toujours des animaux et de la flore dont nous faisons partie. Et ces connectivités sont ce qu'on appelle des corridors écologiques. Vous comprenez tout de suite qu'il est question donc de permettre le passage des espèces. Donc on parlera de possibilités de continuité et d'absence d'obstacles. OK, alors, les corridors internationaux, donc là c'est encore une autre échelle. Justement, la question d'échelle est importante ici, je pense. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens d'évoquer. La notion d'échelle, surtout pour ceux qui ont des petits jardins, on a vu la moyenne finalement c'est 500 mètres carrés. Et il y en a qui ont certainement des jardins un peu plus petits. Je crois qu'il y a beaucoup d'écho. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais... Ça enlève l'écho ? Pas sûr. Je vais mettre le micro comme ça, mais... Donc la notion d'échelle, donc il y a une notion de continuité, mais il y a aussi une notion d'échelle. Et il y a aussi cette notion, avant d'aborder la notion d'échelle, il y a cette notion qu'on fait partie du vivant. Et ça, on l'oublie souvent, et c'est très visible dans notre manière d'aménager les espaces. Et faire partie du vivant, ça veut dire aussi comprendre qu'on fait partie d'un écosystème complexe qui est basé sur tout un tas de formes de vie, de la plus petite, depuis les bactéries jusqu'aux plus gros mammifères comme nous, par exemple. Et du coup, si on parle de corridors écologiques, on peut voir des corridors écologiques à toutes les échelles. Et dans le sol, il y a des corridors écologiques importants que sont la rhizosphère, les racines des plantes, d'où se nourrissent la plupart des êtres vivants qui vivent dans le sol. Les champignons mycorhiziens sont des corridors écologiques à cette échelle-là pour certaines formes de vie. Les galeries de vers de terre sont aussi importants et ils ont tous des rôles très importants dans le sol et dans nos écosystèmes. Et si on se met à l'échelle d'un petit insecte, un staphylin, un perce-oreille, etc., eh bien, la notion de corridor écologique n'est pas du tout la même que pour je sais pas, un loup, un lynx ou des animaux de ce type-là. Donc même dans les petits jardins, en fait, si on commence à comprendre que dans les écosystèmes, chacun a un rôle, chacun joue son rôle et chacun est important, notamment en cas de changement brutal de conditions, notamment climatiques, on va vraiment avoir besoin d'avoir des écosystèmes complexes. Et la complexité, elle commence dans les sols. On a parlé vite, très rapidement, tu as évoqué les trames brunes. Le sol, c'est la base. Donc chez soi, dans les petits jardins, on va pouvoir créer des corridors écologiques à toutes les échelles. Et c'est peut-être cette vision-là d'aller penser pour les bactéries, pour les champignons, pour les insectes, pour les oiseaux et pour les mammifères qui feront qu'on aura des écosystèmes qui sont peut-être en capacité de s'adapter plus facilement aux changements brutaux qui arrivent. C'est-à-dire que les changements sont très brutaux et les écosystèmes sont très affaiblis. Et si on veut renouveler les écosystèmes, il faut aussi penser dans les sols, à toutes les échelles. Voilà, je pense que la notion d'échelle est importante. Alors, est-ce qu'il y a des données qui montrent la fragmentation de ces corridors, de ces trames aujourd'hui, de savoir dans quel état elles sont ? Ça dépend de quoi. Alors je ne sais pas si... Moi, je n'ai pas de données précises, mais j'ai quelques petits indicateurs. On est toujours en déficit. On continue à arracher des haies en France qui sont une forme de corridor. Je vous ai parlé dans les sols, il y a certains corridors, là, les mycéliums de champignons, les racines, ça. À l'extérieur, on peut avoir d'autres types de corridors écologiques, notamment les haies, qui sont un des corridors, des formes principales de corridors chez nous.
eh bien, on est toujours en déficit de haies de 28 000 km par an. On continue à arracher des haies, on en replante, il y a des plans de financement, on continue à en arracher. Depuis les années 50, on a enlevé 1,5 million de kilomètres linéaires de haies. Au bas mot, quelques milliards d'arbres et d'arbustes. Donc ça, c'est les corridors en moins. Si on parle des ripisylves, qui sont aussi des corridors importants à l'échelle d'un territoire, donc les bords de rivière, hein, toute la végétation de bords de rivière, bah c'est pareil, il suffit de regarder quand vous prenez la voiture ou le train et que vous traversez la France, mettez-vous à la place d'un oiseau, d'un insecte, et vous verrez bien que c'est un peu compliqué. Donc moi, j'ai pas de chiffres précis, mais j'ai juste à observer. Je bouge pas mal en France, j'accompagne pas mal d'agriculteurs. Heureusement, il y a des bonnes volontés pour remettre tout ça, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et quand on définit les corridors écologiques, il faut aussi définir un peu la diversité. Qu'est-ce qui constitue un corridor écologique à l'intérieur même de ça. Donc, voilà. Local, pas local. Et en ville, parce que bon, là, on le comprend à la campagne. Mais en ville, le corridor, c'est quoi? C'est un peu une gageure? Alors, j'ai honte pour ce que je veux dire, mais je n'y crois pas du tout au corridor en ville. Qu'est-ce que c'est que corridor? En fait, c'est vraiment quelque chose qui fait référence à la possibilité de déplacement, de circulation. Vous imaginez bien que, on vient de le dire, la circulation d'une fourmi n'a rien à voir avec la circulation du saumon, ni celle du hérisson, ni celle de la chouette. Donc, qu'est-ce que c'est que corridor? C'est une possibilité de passage. Ce qui est intéressant dans les documents et dans le raisonnement des trames vertes et bleues, je trouve beaucoup plus intéressant la notion d'obstacle à la circulation. La ville est par défaut un obstacle à la circulation de beaucoup de choses. On parle de matrice urbaine dense, c'est-à-dire qu'il n'y a que des bâtiments partout et des routes qui sont des impossibilités de passage tant que les voitures circulent. Des bordures, des murets, des murs d'enceinte, des clôtures infranchissables, etc. Donc je raisonne plus personnellement en impossibilité de passage, en obstacle au passage. Alors ça, ils sont identifiés dans les documents. Le schéma régional de cohérence écologique identifie les obstacles majeurs et ils sont identifiés en général pour des très grandes espèces. C'est celle-là même que l'on vise quand on fait des passages à faune au-dessus des routes du chemin de fer. C'est parce qu'on a identifié à cet endroit-là un désir de passage d'un groupe d'espèces qui se trouvent empêchées et on lève cet obstacle par ce genre d'aménagement. Encore une fois, l'obstacle est fonction de l'espèce. Pour les espèces terrestres marcheuses, la Seine est un obstacle. Le franchissement de la Seine, je parle toujours de Paris. La rivière est un obstacle. Inversement, pour les aquatiques, c'est la terre qui est un obstacle, et ainsi de suite. Donc, personnellement, je pense plus comme ça, alors surtout en ville, je le redis, où il faut plus raisonner sur qu'est-ce qui reste de circulable pour telle ou telle espèce. Et pour vous répondre un tout petit peu plus techniquement, le raisonnement de l'écologie urbaine se fait en fait sur ce qu'on appelle l'espèce moyenne. C'est une espèce calculée. On cherche le déplacement idéal pour une majorité d'espèces, toutes confondues en fait. C'est un calcul. Alors si on en vient un petit peu maintenant au jardin et au rôle des jardiniers dans cette problématique des corridors et de la circulation, qu'est-ce qu'on peut constater aujourd'hui? C'est-à-dire ces jardins, c'est quoi? Ils sont quoi? Ils sont très variés, très diversifiés, mais pas forcément dans le bon sens. Clara, est-ce que vous avez des... Merci. C'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, on a une sorte de double vitesse, je pourrais dire, sur les jardins des particuliers. En fait, depuis les années 50 et avec la montée un petit peu de l'industrialisation qui se traverse tous nos équipements, on a connu la même chose avec les outils de cuisine, par exemple, la façon de penser le jardin et de penser son jardin privé et surtout son entretien a complètement changé. C'est-à-dire que tout est très systématisé, tout est très automatisé, et on a perdu peut-être une sorte de bon sens, entre guillemets, ancien, sur d'écouter le jardin, d'observer son jardin et de le faire en fonction.
Donc c'est vrai qu'on voit souvent, je vais reprendre un peu la même façon dont Charles a expliqué, quand on se promène, qu'on voit des jardins, on a l'impression d'avoir souvent les mêmes jardins devant nous. Ce qui est très valorisé, c'est le gazon. Le gazon qui est bien tondu, qui est très vert, donc qui est arrosé, malheureusement. Une haie qui est souvent très uniforme et qui, par elle est très taillée. Donc ça, c'est, je dirais, la première vitesse qui est, vous l'aurez sans doute compris, pas vraiment favorable à la biodiversité. Comme le disait Paul Robert, là, on n'a que des obstacles quasiment infranchissables, ou en tout cas qui n'aident pas à faire circuler les espèces. Mais de plus en plus, s'observe en fait un retour à des techniques un peu plus douces, un peu plus naturelles, et avec un peu plus de laisser-faire. Entre nous, on dit souvent, en fait, le mieux que l'on puisse faire pour la nature, c'est de ne rien faire. Alors, quand on aime jardiner, quand on aime être dehors et faire quand même quelque chose, c'est pas toujours facile à entendre. Mais voilà, nous, on pense qu'il y a quand même des choses à faire, et justement d'aider la faune, la flore à continuer ses déplacements, et qu'en fait, le jardin et même le fait de jardiner, le fait de concevoir un jardin peut aussi être un support justement pour aider cette biodiversité à continuer, si vous voulez, son chemin. Alors, là, on est passé assez vite sur cette idée du jardin, et on va dire, montre-moi ton jardin, je dirai qui tu es, puisque c'est quand même très, très personnel. On parlait en préparation de la psychologie du jardinier. Donc ça aussi, hein, c'est un jardin secret, c'est pas un hasard si on a adopté cette formule aussi. Et vous êtes quand même encore bien gentil en disant qu'il y a des haies, parce que souvent ça peut être des bunkers carrément, avec des murs grands, épais, qui empêchent. Est-ce qu'il y a, alors il y a la ville, bon ça on peut le comprendre, mais il y a aussi, parce que donc vous venez du Lot. C'est quoi votre constat sur le jardin aujourd'hui, le jardin de particulier dans votre région? Je crois que c'est un constat qu'on peut faire un peu partout. Je bouge pas mal en France. Je travaille un peu avec des particuliers, plus avec des agriculteurs. Mais ce qui est frappant, et avec certaines communes aussi. Et donc là, c'est assez frappant. Si on fait un petit inventaire de la flore locale au pourtour des villes ou des villages, on va trouver tout un tas de plantes qui sont donc locales, etc. Et dès qu'on rentre dans l'espace habité, ces plantes locales n'ont plus droit de cité, n'existent plus, ne sont pas là. On ne voit pas d'aubépine, on voit quelquefois des noisetiers. Alors quand ça nous arrange, nous, on va bien avoir un peu de noisetier, un peu de sureau, parce qu'il y a les baies, etc. Il y a quelques plantes locales endémiques qui sont intégrées dans les jardins de manière assez naturelle. Mais grosso modo, on ne verra pas. Ce qui est assez frappant, c'est qu'on voit par exemple, on a le troène commun chez nous qui est dans beaucoup de biotopes. On va retrouver dans les jardins des troènes du Japon. On a un fusain d'Europe, on va retrouver des fusains du Japon aussi. On retrouve en fait des espèces de cousins de nos plantes sauvages à l'intérieur de l'espace habité. Alors on parlait vite fait de psychologie. On a l'impression que l'espace sauvage qui a toujours été, dans notre culture, on va dire judéo-chrétienne, l'espace sauvage est toujours un peu source d'angoisse, et il fallait contrôler. On a bien appelé il y a une différence en latin entre silvae, la forêt sauvage qui était dangereuse, et forestale, la forêt cultivée, parce que le sauvage est dangereux. Eh bien, de quelqu'un qui est un sauvage avec une connotation assez négative. Et je crois qu'il y a ce frein psychologique-là qui nous reste très, très bizarrement et qui est très flagrant. Dès qu'on rentre dans une ville, il n'y a plus de plantes endémiques. La flore locale, l'érable champêtre, le tilleul des bois, l'aubépine, le sureau, le noisetier, la bourdaine, tous ces arbres-là et arbustes, ils ont disparu au profit de d'autres choses. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre aussi d'autres choses, mais il faut quand même comprendre qu'il y a une partie des insectes et des oiseaux, on parle de biodiversité, c'est une bonne partie de la biodiversité déjà, une partie des insectes et des oiseaux qui sont habitués, voire certains inféodés à certaines plantes, parce qu'ils sont... les insectes notamment, ils ont des fois soit le rostre, soit la petite trompe adaptée à certains types de fleurs et pas à d'autres. Donc
Là, je regardais, je passais tout à l'heure, donc je me suis arrêté. Il y avait une viorne Tinus qui était en fleurs, magnifique, un petit peu de Mahonia, tout ça. Bon, on est en ville. La viorne Tinus, je crois que c'est une plante intéressante, d'ailleurs, qui n'est pas vraiment dans nos... voilà, elle est plus du sud de la Méditerranée, mais elle n'est pas vraiment là dans le nord de la France endémique. Plante très intéressante pour la floraison hivernale, puisque maintenant, on a avec le changement climatique, on a les mois de février où on peut avoir du 20, 22. Alors les insectes sortent, mais il n'y a rien à bouffer, donc c'est problématique. La viande répond à ce truc-là. Mais en fait, il faut regarder si dans les plantes que vous mettez chez vous, est-ce que les oiseaux viennent nicher? Est-ce qu'ils viennent manger les graines? Est-ce que les insectes viennent butiner? Il suffit juste de regarder. Si ce n'est pas le cas, on peut jauger de l'efficacité. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'éliminer du jardin, mais je trouve assez bizarre d'avoir autour de l'espace, donc l'espace sauvage et l'espace humain, totalement déconnectés. On parle de passage depuis tout à l'heure, de cette connexion en fait entre le monde sauvage et le monde humain. Et du coup, si on n'a pas les mêmes plantes qu'à l'extérieur, il y a moins de chances que ça marche, quoi. En tout cas, il faudrait au moins les plantes locales. Donc ça, c'est très simple. On n'a pas besoin de s'y connaître en botanique pour créer un jardin. On va regarder ce qui pousse autour de chez soi dans les endroits les plus sauvages, les plus matures, les plus spontanés. Et on a déjà une bonne partie de la palette végétale qui devrait constituer une partie, pas tout, mais une partie des végétaux qu'on retrouve dans le jardin. Ça me paraît un peu logique, quoi. Voilà. Là, on touche à un point sensible du jardinier, c'est-à-dire que le jardinier, il cède à des coups de cœur qu'il rencontre à l'occasion de visites dans des jardins patrimoniaux, mais ça, on pourra aussi revenir sur cette idée de patrimoine jardinier, ou à l'occasion de fêtes des plantes. Enfin, on craque sur des plantes, quoi, point barre. Hein. Adapté ou pas, ça vient après. Donc, il y a ça aussi. Aujourd'hui, le jardin est un jardin de mode pour un certain nombre d'entre eux. Des jardins sophistiqués. On accueille une plante parce qu'on l'aime. C'est une sculpture, c'est un objet. Donc d'en faire un milieu, c'est encore une autre démarche. Je voudrais savoir comment on fait justement les jardins à Paris. Alors, la première différence, si je réponds sur Paris, de ce qu'on vient de dire pour l'instant, c'est que nous travaillons à des jardins publics. Donc en ce sens, ça n'est plus un endroit fermé pour une personne, une famille et leurs amis, c'est quelque chose de contraire particulièrement ouvert. J'ai envie de dire, et de moyens dans le sens des usages. C'est-à-dire, je ne sais même pas si moyen est le mot qui convient, les jardins parisiens, les jardins publics plus généralement, doivent accueillir un maximum, pour ne pas dire de plus en plus d'usages. Parenthèse d'ailleurs, certains d'entre eux sont incompatibles. Donc effectivement, on demande de plus en plus de choses aux jardins publics. Quoi vous répondre sur comment on les fait? Les jardins institutionnels, les jardins des collectivités sont de plus en plus assujettis légalement à finalement ce qui s'appelle la stratégie française nationale pour la biodiversité, qui est déclinée dans des documents régionaux qui s'appellent, je l'ai déjà dit, schéma régional de cohérence écologique. Donc les jardins publics, les institutions publiques travaillent en cohérence écologique et précisément s'efforcent théoriquement et de plus en plus pratiquement à réintroduire, on vient de le dire, et je vous l'ai dit en ouverture, davantage de flore régionale, indigène, locale, appelez ça comme vous voulez, sauf endémique. Endémique signifie qu'il ne pousse que dans un endroit et un seul. Donc indigène, régional et ce genre de choses. L'effort est vraiment de plus en plus partagé. Je parle d'effort, effectivement, parce que dans l'a priori des gens, dans l'imaginaire des gens, même le mien, ce ne sont pas les plantes sauvages qui font le plus rêver, en général et en ville en particulier. J'ai honte de mon comportement. J'ai acheté un calamondin tout à l'heure, un agrume, parce qu'il fait gris et que je reviens d'Espagne. Et il est très bien. beau. Alors, j'ai aussi ramené 3 plantes régionales dernièrement, donc j'essaye de tenir le règlement de la ville qui est de se donner à peu près 50% de plantes régionales dans les nouvelles plantations. Voilà, je reste un petit peu sur cette idée que les jardins publics de collectivité sont plutôt en cohérence écologique et sur les mêmes règles nationales, plus ou moins déclinées, acceptées, qui sont de réinviter de la flore régionale dans les aménagements à proportion variable.
Alors, chez Noé, donc vous êtes en contact avec les jardiniers, justement, jardiniers particuliers. C'est quoi leur jardin? Vous avez, enfin, quel est le réseau déjà, et quels sont les jardins qui sont dans le réseau ou pas? Donc effectivement, le jardin Noé, qui est un programme de l'association Noé, s'adresse aux particuliers qui s'engagent à mettre en place une charte de 10 bonnes pratiques pour accueillir la biodiversité au jardin. Donc c'est des bonnes pratiques qui sont largement reconnues par les spécialistes et dans la littérature pour être favorables à la biodiversité. C'est des pratiques qui vont du très simple et du très intuitif, donc par exemple ne plus utiliser de produits chimiques, à des pratiques qui peuvent demander justement un exercice mental un peu plus important, par exemple de laisser des zones, des espaces naturels, en allant par exemple jusqu'à la friche complète dans son jardin. Ça c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Effectivement, on s'est rendu compte, on a mené des études sur les 4500 jardiniers qui constituent le réseau de jardins de Noé, sur qu'est-ce qui était le plus facile en fait à mettre en place. Eh bien, le premier geste, c'est accueillir la biodiversité grâce à des aménagements spécifiques, donc des nichoirs, des tas de bois morts, des tas de feuilles mortes, etc. Parce que je pense qu'il y a quelque chose aussi de très visuel, de très visible. On se dit, on voit une mésange qui vient grâce à notre nichoir, grâce à notre mangeoire. Bon, bah, tout de suite, on se dit, bah voilà, ça se voit, ce que je fais, ça se voit, c'est bien. Et puis, voilà, il y a peut-être un attrait un peu plus... c'est plus facile de se dire, je vais attirer les hérissons avec mon tas de feuilles mortes ou la mésange, que se dire, bon, bah, grâce à ma friche, il va y avoir une activité du sol extraordinaire, et puis il va y avoir plein de pollinisateurs, mais nocturnes, qui vont venir, donc je ne les verrai pas, c'est pas très joli, etc. Donc effectivement, ce qui est le plus facile à mettre en œuvre, c'est ce qui se voit le plus. Et je reviens un petit peu à ce que tu disais, Charles, sur le côté le sauvage et le maîtrisé. Voilà, c'est ce qui se voit le plus en temps esthétique, entre guillemets, parce qu'on a beaucoup d'adhérents qui nous disent, eh bien moi, c'est mes voisins qui sont allés se plaindre parce que j'ai une friche dans le jardin et qui trouvent que c'est pas joli, que c'est sale, et ils sont persuadés que c'est à cause de cette friche qu'il y a des rats dans leur cave. Alors, à mon avis, s'ils ont du rat dans leur cave, certainement pas à cause de la friche qui est à quelques mètres de chez eux. Mais bon, ça, on n'a pas tous des connaissances naturalistes extraordinaires. On s'est aussi rendu compte, grâce à cette étude, que le fait d'avoir un potager, ça donnait de plus en plus envie de mieux soigner son jardin, de le soigner de plus en plus naturellement. Parce qu'il y a peut-être un biais cognitif de se dire, eh bien, si je mange ma salade à côté du plant de rosier que j'ai pulvérisé contre les pucerons, il y avait peut-être une chance qu'il y ait de l'anti-puceron sur ma salade. Et alors ça, c'est tout récent, on n'en a pas pu en parler la dernière fois, mais on a des collègues qui, elles, travaillent sur les sciences participatives. Donc le principe des sciences participatives, c'est que tout un chacun se saisit d'un protocole assez simple et va observer, faire des inventaires des papillons, des abeilles ou des oiseaux. Il y a plein d'associations qui le font, pas seulement Noé. Et c'est des données qui sont ensuite remontées aux scientifiques, notamment au Muséum national d'histoire naturelle. Et bien, elles se sont rendues compte que plus les personnes pratiquaient les sciences participatives, plus elles avaient de chance, au fur et à mesure des années ou des mois, d'avoir une meilleure pratique dans leur jardin et surtout l'arrêt des produits phytosanitaires. Donc il y a vraiment quelque chose, je reviens sur ce que je disais sur le nichoir, le tas de bois mort, de se rendre compte de ce qu'on fait, c'est en général ce qui est le plus valorisant, et donc c'est ce que les jardiniers font le plus instinctivement parlant. Alors, le tout, c'est que vous pouvez avoir un jardinier convaincu et que son voisin, comme vous l'avez dit, ne l'est absolument pas. Et Charles, tout à l'heure, vous en parliez un petit peu, de se dire « Ah, moi, j'ai arrêté de m'adresser aux jardiniers de particuliers parce que c'est beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. » Alors, on dirait un petit peu plus. Je disais ça surtout pour le bilan carbone, parce que si je fais 600 km pour aller planter une vingtaine d'arbres chez quelqu'un, ça ne m'intéresse pas trop. Mais effectivement, il y a des freins psychologiques. Il y a une méconnaissance
du vivant. On n'est pas du tout formé en fait à ça, c'est quand même assez bizarre. On apprend plein de trucs, là, l'informatique, des choses utiles, mais alors on ne connaît pas du tout ce qui nous entoure et ce dont on est issu finalement. Et peut-être, je vais peut-être essayer de vous transmettre un message justement pour donner envie en fait d'agir pour la biodiversité, parce que évidemment on se dit la biodiversité c'est bien, il y a un espèce de truc un peu comme ça évident de se dire oui c'est bien la biodiversité, mais pourquoi c'est bien en fait la biodiversité? Bonne question. Donc il y a plusieurs réponses. Et il y a des réponses qui vont vous sembler évidentes. Alors une question un peu morale, comme ça, on fait partie du vivant, on doit respecter le reste du vivant, tout ça, bon, pas de problème. Il y a une question un peu utilitariste. On sait que, on parlait des pucerons tout à l'heure, on sait que si on a des cirfes et des coccinelles, par exemple, on a des pucerons ou des mésanges qui mangent beaucoup de pucerons aussi, ou des chenilles, on aura moins de pucerons sur nos fèves, sur nos choux, tout ça, tout ça. Donc ça, il y a cette vision-là qu'on appelle les services écosystémiques. Ça, c'est quantifiable, ça marche bien, ça rentre bien. Pour les agriculteurs, c'est une porte d'entrée. Pour les jardiniers, peut-être un petit peu moins, mais quand même. Et puis, on peut avoir une vision un peu plus large de pourquoi la biodiversité est importante. Alors, il y a d'autres raisons que je n'évoquerai pas, que nul ne maîtrise pas, puis que je vais oublier, tout ça. C'est assez large comme sujet. Mais il y en a une que je voulais évoquer et qui nous tient à cœur dans notre association, à Corridori. C'est qu'en fait, ces mouvements de la vie vont apporter des choses avec eux. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ces mouvements-là, notamment les oiseaux migrateurs, si on n'a pas de migration d'oiseaux, puisqu'on a parlé des corridors écologiques comme des lieux de passage, mais il faut aussi comprendre que les corridors écologiques sont des lieux de passage entre des hotspots de biodiversité. Ça relie des endroits où il y a beaucoup de vie, la vie se concentre à des endroits particuliers sur la planète, il y a quelques endroits comme ça, qui ont des caractéristiques communes. Ce sont des écotones, des endroits où les écosystèmes se transitionnent d'un écosystème à l'autre assez rapidement, donc dans les montagnes, dans les zones humides, au bord des rivières, etc. Et en fait, ces corridors écologiques font le lien entre les zones très vivantes de la planète et vont apporter, avec ces mouvements-là, ces animaux apportent des choses. Alors bien sûr, on comprend qu'un petit rouge-gorge ou un petit rouge-queue qui serait allé passer l'hiver en Espagne ou au Maroc, quand il passe les Pyrénées, il a peut-être mangé une graine d'aubépine ou d'églantier qui traînait par là, et puis il va nous la déféquer dans notre jardin de l'autre côté des Pyrénées. Peut-être que dans cette graine, il y a une génétique ou une épigénétique plus adaptée à un temps aride, sec, etc. Ça, c'est le côté un peu évident. Mais si on regarde un peu dans le micro, et bien, à l'échelle microscopique, si ce même oiseau a mangé un ver de terre, ou même avec la graine qu'il a avalée, dans le ver de terre, il y a de la terre, et dans la terre, il y a des micro-organismes. Il y a des bactéries, des spores de champignons, des levures, etc. Et toutes les plantes vivent comme nous, totalement en symbiose avec tout un tas de bactéries et de champignons qui leur permettent de se nourrir, tout simplement. Et donc, on a, avec la migration, avec le mouvement des oiseaux qui viennent d'ailleurs, que ce soit des zones plus sèches, plus arides, ou des zones plus froides, ou des zones plus humides, on a des micro-organismes qui arrivent avec. Donc on a un réensemencement permanent de nos terres et de nos jardins, avec des nouvelles graines, des nouveaux micro-organismes, etc., adaptés à d'autres conditions. Et en temps de changement climatique, c'est peut-être une bonne idée que de réensemencer au plus vite, au plus fort, c'est-à-dire avec des populations d'oiseaux qui sont conséquentes. Aujourd'hui, on a perdu énormément d'oiseaux. Je ne sais plus, c'est comme les insectes, on est quasiment à 80%, 70% du nombre d'oiseaux. C'est des milliards d'individus qu'on a perdus. Il nous reste à peu près une variété d'espèces, mais on a perdu beaucoup de populations dans chaque espèce, quoi. Et tous ces milliards d'oiseaux qui nous manquent, c'est des centaines de milliards de bactéries, de spores de champignons qui ne devraient nous arriver du Maroc où il fait 30 degrés. Il y a 3 semaines, il faisait 30 degrés au Maroc. Les grues sont revenues là, il y a 3 semaines. On les a vu passer. En Andalousie, pareil. Donc c'est des endroits où il y a des plantes qui survivent en symbiose avec des micro-organismes. Et si ces micro-organismes ne parviennent pas jusqu'à nos sols, le climat change. Voilà. Il y a des petites prévisions comme ça qui sont faites. Bon, a priori, on va avoir très chaud, très sec en été, pas mal de pluie en hiver là, pour le nord de l'Europe, c'est à peu près ce qui se profile. Un peu vérifié cette année, mais il faudra attendre pour voir.
Et donc, on a tout intérêt à accueillir la biodiversité pour maintenir cette capacité de l'écosystème à s'adapter au changement climatique, puisque plus l'écosystème est fort, plus il est vigoureux, et plus on a ces nouvelles arrivées. Et là, je finis sur ce point-là. Une autre chose, je parlais que les corridors écologiques étaient reliés à des hotspots de biodiversité. C'est super important de comprendre que nous, en Europe, on parlait de plantes endémiques tout à l'heure, eh bien, en Europe, on a très peu de plantes endémiques, on va dire, si on prend l'échelle du continent européen. En gros, on est à 280 ou quelque chose comme ça qui viennent réellement d'Europe. Alors, bien sûr, on a au moins 1000 plantes, puisqu'on a des plantes de partout, mais qui se sont naturalisées en Europe, il n'y en a pas tant que ça. Pourquoi ? Parce qu'on a eu des glaciations très récentes, en fait. Il y a 14 000 ans, ici, c'était la banquise. Jusqu'à Limoges, c'était la banquise. Donc, il n'y avait pas de végétation. Il y a eu un grand reset. Or, dans d'autres parties du monde, et notamment en Afrique et en Afrique de l'Est, où passent et où se rencontrent beaucoup d'oiseaux migrateurs qui viennent chez nous, et des insectes aussi, on a des papillons qui viennent d'Éthiopie, eh bien là-bas, il n'y a pas eu de migration pendant des centaines de millions d'années. C'est-à-dire que là-bas, à certaines altitudes, ils ont la flore européenne complète, plus des centaines d'autres plantes, qui ont vécu des dizaines, voire des centaines de millions d'années ensemble et coévolué. Et en fait, là-bas, par exemple, la pyrale du buis. J'étais à la Ferté-sous-Jouarre aujourd'hui, travailler pour l'abbaye. Il y a des buis qui sont attaqués par la pyrale du buis, donc tout le monde, utilisait des produits pour... Voilà. Eh bien, en Éthiopie, il y a des buis, il y a la pyrale du buis, puis c'est pas un problème. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec le temps, l'écosystème s'adapte, et il y a les oiseaux... s'ils sont nombreux et qu'ils ont faim, ils mangent ça commence à arriver chez nous. Mais c'est surtout qu'il y a un virus en fait qui se propage dans la pyrale du buis et qui contrôle les populations de buis. Ce virus arrive en Europe. Et il arrive où ? Il a été détecté dans le nord de l'Allemagne, dans les zones humides du nord de l'Allemagne, qui est le hotspot européen de l'arrivée des oiseaux migrateurs. Et les oiseaux migrateurs nous ont amené la solution déjà existante d'un endroit mature et qui a eu le temps d'évoluer. Et si on n'est pas connecté à ces endroits qui ont déjà des solutions aux problèmes auxquels on fera face demain, je crois qu'on se tire une balle dans le pied, quoi. Donc la biodiversité, c'est bien pour tout un tas de raisons, mais c'est probablement notre porte de sortie pour atténuer les effets du changement climatique et surtout permettre aux écosystèmes de continuer à s'adapter. Ça a toujours été ce mécanisme-là. On part toujours d'un endroit où il y a beaucoup pour recoloniser les endroits où il y a peu. Bon, bah, autant vous dire que chez nous, il y a peu, là, pour l'instant. Donc, il faut se connecter dans vos jardins. Un endroit où il y a beaucoup, il faut que vous repériez. Vous voulez faire des corridors, mais entre quoi et quoi ? Il faut repérer les endroits où il y a le plus de vie, à la fois autour de chez vous, pour repérer ce qui pousse là-bas, pour en mettre un petit peu de chez vous, pour attirer ce qu'il y a dans ces endroits-là, pour qu'ils viennent chez vous. Et puis, il faut repérer, chez vous, ça peut être des petits endroits tout simples, ça peut être un coin de jardin laissé en bordel, où il y a des tuiles, on parlait de faire des tas de pierres, etc. Mais ça peut être ces endroits-là. Et après, il faut les connecter jusqu'où on veut qu'ils viennent, c'est-à-dire en fait dans nos cultures. Voilà. Et alors du coup, ce qui est vrai dans ce sens-là est vrai dans l'autre. C'est-à-dire que si nous, dans nos jardins, on met des cailloux et de la pelouse, qu'est-ce qu'on fait aux autres ? À ceux qui sont loin ? Et c'est surtout, si vous dites à un jardinier, ça fait rien, il faut que ce soit bordélique, je suis sûre qu'il y en a un certain nombre qui ne vont pas vouloir non plus. Moi, juste aussi pour prolonger, c'est ce que vous dites là est très important, et tout à l'heure Clara avec l'histoire des sciences participatives, c'est que le jardinier doit devenir observateur. Pour le moment, évidemment, ça commence, le mouvement est lancé, mais encore peu de jardiniers, pas assez suffisamment de jardiniers qui soient dans cette observation, parce que ça demande du temps, ça demande de la patience. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce genre de société. Donc vous voyez comment, vous, le jardinier, justement, par rapport à ça, il y a une appétence, il y a une envie. Est-ce qu'il y a une fidélité ? Est-ce qu'il y a une envie d'être constant aussi, ça ? Parce que on ne sait pas, enfin, on ne connaît pas les choses au départ. Effectivement, comme vous le disiez, on prêche des convaincus, quand même, globalement. Mais ce que disait Charles, c'est que je pense qu'il faut montrer aux non-convaincus tout l'intérêt qu'ils auraient à adopter ces modes de gestion-là.
Nous, on a été confrontés au sein de l'association à ces réflexions quand on s'est adressé à des professionnels, des gestionnaires professionnels, notamment des entreprises qui ont été obligées, en fait, par toutes les réglementations, notamment la loi Labbé, d'arrêter les produits phytosanitaires. Et leur grande inquiétude, ça a été, mais les salariés qui viennent sur mon site, qu'est-ce qu'ils vont penser? Les grands clients, de quoi ils vont penser quand du bureau du patron, ils ne verront plus une belle pelouse verte, mais voilà, quelque chose d'un peu plus sauvage, avec des pissenlits, des choses un peu moins jolies, entre guillemets. Et bien malheureusement, le meilleur argument, ça a été l'argument financier. De leur dire, eh bien, en fait, en n'utilisant pas de produits phytosanitaires, en passant moins la tondeuse, en abandonnant les robots tondeuses, eh bien, vous allez faire des économies, ça va être extraordinaire. Et ben, en fait, c'est ça qui marche, malheureusement. Donc, je pense que pour le jardinier particulier, c'est peut-être pas cette notion-là, mais il faut trouver, en fait, le levier qui va permettre de les faire basculer du bon côté. Je me disais là, en vous parlant, que peut-être aussi parler aux enfants, ça marche bien. Ou voilà, de dire aux jardiniers, en fait, grâce à cette petite portion de friche, cette petite portion de prairies spontanées, des papillons vont venir. Donc vous pourrez expliquer à vos enfants ce que sont les papillons. C'est chouette les papillons, bientôt il n'y en aura plus, par exemple. Et voilà, donc de trouver en fait, eux, ce qui va les intéresser. Donc le potager aussi, c'est une bonne façon de leur dire vous allez avoir des fruits et des légumes de saison, ça va bien. Mais il faut avoir un jardin en bonne santé pour faire ça. Il faut que ça roule, en fait. Voilà. Dans les choses qui me rendent le plus optimiste, et pour répondre un petit peu à votre question, qu'est-ce qu'on pourrait espérer des jardiniers, ce que j'aime beaucoup, c'est les chasseurs qui deviennent photographes. C'est un petit peu la même idée. Oui, j'en connais. Et c'est une évolution psychologique, émotionnelle, intellectuelle incroyable. J'aimerais beaucoup savoir comment ça se passe. C'est toute la difficulté justement de ne pas prêcher à des convaincus, mais aux autres, comment les rallier, en espérant que nos causes sont intuitivement correctes. Donc ce passage-là demande parfois du temps. On en a reparlé tout à l'heure, c'est ce que vous disiez aussi. Je ne comprends, enfin si, je comprends, bien sûr que je comprends. Je comprends bizarrement les jardiniers qui arrivent dans un endroit, qui commencent par tout détruire pour faire quelque chose, pour imposer quelque chose, leur vision de quelque chose, ce qui les émeuvra, les fera rêver, leur univers à eux. Et justement, arrive un jour ou l'autre, après des années d'entretien, de gestion, de changement des plantes qui sont mortes, d'évolution dans la façon de jardiner, ce moment de découverte où on voit que des choses se passent ou ne se passent pas dans son jardin, qui s'appelle le vivant, qui s'appelle la biodiversité, et sa manière de fonctionner dans cet objet qu'on a préparé, qui s'appelle le jardin. Quand on arrive à ce stade-là, qui est une maturité incroyable, qui peut arriver par différentes façons, d'observer, de voir que des choses se passent, qu'on est finalement justement acteur, souvent malgré soi, de quelque chose, qu'on a donc, que nos gestes, que nos faits et gestes ont des conséquences sur ce qui se passe et qui ne se passe pas bien ou mal. La chose la plus merveilleuse qui est arrivée à de grands paysagistes, à des grands concepteurs des jardins, c'était de se dire, mon rôle est d'organiser le ne rien faire. Mon rôle est de peut-être de créer une armature, et sur cette armature, beaucoup de choses doivent se déployer, se développer, se mettre en place toutes seules, et je les accompagne et je lâche prise. Le fameux mot de Jardin en mouvement de Gilles Clément. Donc c'est de mettre en place une armature et de la laisser évoluer dans un certain cadre. Voilà, de poser un cadre et d'admirer ce qui se passe. Moi, je reposerais bien ma question. Si on ne fait pas, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Si on ne fait pas quoi? Si on ne fait pas des jardins avec suffisamment de biodiversité, si on plante des cailloux et qu'on fait pousser des murs, qu'est-ce qui se passe en Afrique? C'est une bonne question.
C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas vraiment réfléchi, donc je ne vais pas vous donner de réponse tout de suite. Par contre, planter des cailloux, j'ai un bon exemple encore cet après-midi. J'étais donc dans cette abbaye. Je recherchais un peu désespérément des insectes. Voilà. Il faisait beau quand même, je m'attendais à voir un peu de trucs. L'endroit où j'en ai vu le plus, c'était sur un chemin qu'on s'obstine à désherber, donc un chemin un peu avec du gravier, etc. Où à première abord, j'ai vu il y a plein de mouches ici, qu'est-ce qui se passe? Puis je me suis un peu penché, puis en fait c'était une petite colonie d'abeilles terricoles. Et donc le caillou, et je vais amener une notion importante pour la conception de vos jardins, si vous avez la chance d'avoir un jardin, la notion d'homogénéité. D'hétérogénéité, pardon, au contraire. Ce qui est important, c'est l'hétérogénéité. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est mauvais, il n'y a rien qui est bon. L'important, c'est d'avoir une hétérogénéité dans le paysage et une transition douce entre les différents biotopes, ce que j'ai appelé tout à l'heure l'écotone. Et on a des jardins secs, on a des comment ils appellent ça? Bon, il y a des jardins secs. Faut savoir que là, les petites abeilles que j'ai vues terricoles, en fait, c'est l'immense majorité de nos abeilles en France. On nous parle beaucoup d'Apis mellifera puisqu'elle nous produit du miel à grands coûts écologiques et qu'elle est utile pour nous. Mais en fait, on a 1000 espèces d'abeilles en France et il y en a 750 qui vivent dans le sol. Et pour qu'elles vivent dans le sol, il faut des zones avec le sol nu, il faut des zones accessibles pour elles. Donc là, j'ai vraiment vu ça. L'endroit où j'ai vu le plus de vie, c'était sur un chemin qu'on s'obstine à désherber avec du gravier. Donc la vie, elle est un peu partout et des fois pas là où on l'attend. Elle est surtout là où on arrête d'agir, comme ça a été très bien dit tout à l'heure. Et cette notion que Gilles Clément a amenée aussi, on a évoqué Gilles Clément rapidement, le tiers paysage, c'est-à-dire en fait la zone spontanée, la zone sauvage en permaculture, on appelle ça la zone 5, voilà. Donc il y a tout plein de concepts autour de ça. Et la notion d'hétérogénéité dans la construction des jardins pour attirer la biodiversité, c'est fondamental. Si on pense à la haie, par exemple, régulièrement, je pense peut-être vous le faites aussi, on va couper l'herbe au ras de la haie. En fait, la strate herbacée, elle fait partie de la haie, puisqu'il y a des insectes qui butinent dans la strate herbacée, les petites pâquerettes, les menthes sauvages, tout ça. Et puis après, ils vont peut-être se faire un petit trou où ils vont pondre leurs œufs dans le bois de sureau qui est dans la strate médium de la haie. Et puis en fait, il y a un piaf en haut qui habite dans l'érable ou dans le tilleul et qui, lui, va manger celui qui essaye de se faire son petit nid dans le sureau. Donc en fait, c'est cette stratification, cette hétérogénéité de milieu qui fait que c'est vivant. Si vous faites une haie avec une seule strate, et encore pire, monospécifique ou bispécifique, ça a peu d'intérêt. C'est mieux que rien, ça stocke un peu de carbone, tout ça, mais c'est quand même pas efficace. Donc l'idée, c'est d'avoir ces écotones, cette transition douce entre un milieu et un autre. Et là, je pris l'exemple de la strate herbacée jusqu'aux grands arbres, en passant par les strates arbustives. Donc ça, c'est important d'avoir cette notion-là. Et ça peut... Dans le très grand paysage, on retrouve énormément de biodiversité dans les milieux, dans les zones humides. Pourquoi? Parce qu'on passe d'un milieu aquatique, dans les zones humides, où on a des plantes aquatiques, on peut avoir même des petits poissons, des petites bestioles aquatiques. Et puis plus on s'éloigne, plus c'est sec, et donc il y a une transition douce qui s'opère. C'est pour ça que dans les zones humides, il y a beaucoup de monde. Et dans les zones montagneuses, notamment dans les régions tropicales et subtropicales. Pourquoi? Parce qu'on a tous les climats de la planète, dès qu'on monte un peu, à 1800, 2500 mètres d'altitude, que ce soit en Colombie ou en Éthiopie, on a le même climat qu'en Europe, à peu près. Donc c'est cette gradation dans le changement d'écosystème qui est important. Et si on se retrouve avec des haies de châtaigniers à côté d'un champ de maïs, ça ne peut pas fonctionner, ça ne marche pas. Peut-être j'aurai le temps de vous parler des champignons mycorhiziens, parce que ce qui se passe en haut, c'est la même chose dans le sol, même primordial dans le sol. Le visible et l'invisible, tout à fait. Alors là, hétérogénéité, vous êtes dans le Lot, donc avec un tissu, on va dire, plutôt agricole, ou paysager, grand paysage. Mais là, on va accueillir Nadine Laoud, donc de Véniverdi. Et là, justement, on est sur un toit d'immeuble. Alors là, l'hétérogénéité, on ne la voit pas vraiment. Le vivant, encore moins. Donc comment on crée de l'hétérogénéité et du vivant dans ce type de cadre? Présentez-vous quand même succinctement. Et puis après, la question. Ok. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle donc Nadine Laoud et je suis la fondatrice d'une association qui s'appelle Véniverdi.
Veni Verdi promouvoit une agriculture sociale, de proximité, pédagogique et nourricière en milieu urbain. Et pour ce faire, on installe des fermes sur les établissements scolaires, au toit, au sol. Et donc on essaye de transformer ces aspects minéraux en aspects vivants. Donc aujourd'hui, l'association elle est présente sur 8 établissements scolaires et un seul au sol. On cultive, si on peut dire ça comme ça, 10 000 mètres carrés à Paris. Et croyez-moi qu'à Paris, vu le prix du foncier, c'est une performance. Et au quotidien, on accueille des enfants sur le temps scolaire, hors scolaire, périscolaire, la pause méridienne, les parcours pédagogiques spécifiques. En fait, on a tout le temps des gosses dans les pattes. Et on accueille aussi des adultes sur des moments de bénévolat, des habitants de quartier. On accueille des adultes en formation, puisqu'on est aussi organisme de formation sur ce qu'on appelle une agriculture de proximité. On accueille aussi des salariés d'entreprise en cohésion d'équipe. Notre but, comme dit un de mes élèves, Nadine, elle a 2 mamelles, nourrir le quartier et transmettre le plus possible du savoir autour du vivant. Voilà. Donc nous sommes effectivement, madame, sur des aspects hyper minéraux et on va un peu tricher, c'est-à-dire qu'on va faire monter de la terre et l'installer. Et après, cette terre, on va la travailler le plus possible pour la rendre vivante. Et on fait des choix de culture pour permettre déjà de la production agricole. Et si vous voulez avoir une bonne production agricole, il faut l'associer avec plein de choses parce qu'on n'utilise aucun apport spécifique, pas d'engrais, pas de produits chimiques, rien du tout. Donc il faut que toutes ces plantes puissent interagir entre elles. Et ce que décrivait monsieur, les mycorhizes, tous ces phénomènes, on va essayer le plus possible de les provoquer. Voilà. Je continue Et il faut combien de temps, on va dire, pour arriver à une forme d'écosystème, puisque c'était aussi cette idée-là, c'est de la biodiversité, mais de la biodiversité en équilibre, finalement. Tout à fait. Alors quand on installe un toit, on a beau acheter du compost, il est neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de vivant dedans encore. Et c'est tout notre travail qui va le rendre vivant. Donc ça prend à peu près 3 ans. 3 ans pour qu'on fasse venir toute cette vie. Les oiseaux, les petites bébêtes, les mésanges. On a eu un épervier. Bon, bref. Et alors, on parlait tout à l'heure justement des liens entre le lieu de vie. Vous les voyez, les liens entre les toits et les parcs, entre les parcs et les jardins et vos toits. Est-ce que vous avez le moyen de constater cette vie ? Alors, je n'ai pas le moyen de vérifier que quelque chose se lie. Par contre, je ne peux qu'observer que plein de vie vient chez nous. Alors, je ne connais pas très bien les mésanges, mais j'ai l'impression que j'ai une famille qui s'est installée, puisque j'ai une dizaine de mésanges qui sont sur un toit depuis... je sais qu'il y a eu des bébés, parce qu'on a vu les pontes et tout ça, mais elles sont là et elles vivent sous le filet, elles sont protégées de tous les prédateurs, et elles sont là. J'ai dit épervier tout à l'heure, je me suis trompé, on a eu la naissance d'un faucon cresserelle qui est né derrière des bacs. On a au niveau des insectes, on a tout ce que vous voulez, que ce soit dans le sol, on a des coléoptères, on a des rhinocéros, des lucanes, des cétoines, on a des pince-oreilles, des vers de terre, toutes sortes de vers de terre, des lombriques de profondeur. Ça, c'est une grande question, je ne comprends pas comment ils sont arrivés là, eux. Ouais, mais on est sur 40 cm de profondeur de substrat. Et on a des choses que je ne connais pas, que je n'ai pas identifiées. On a beaucoup de ravageurs, ils sont les bienvenus. Mais quand vous travaillez sur quelque chose qui vous avez mélangé énormément de familles ou que vous cultivez, le ravageur, du coup, il se limite à ce qu'il a envie de ravager tout seul. Donc on cultive spécialement pour eux des choux kale. C'est juste pour nos ravageurs. Et en plus, on s'en sert aussi comme support pédagogique, puisqu'on enseigne aux enfants quand on a une petite invasion de punaises. Petite invasion de punaises, j'aurais dû voir cet été, des pucerons et tout ça, on leur explique pourquoi on va mettre des capucines, des fèves qui vont se faire dévorer par les punaises. On leur fait observer la guerre qu'il y a entre les fourmis qui veulent protéger leurs pucerons. Quand les coccinelles arrivent, les larves, elles veulent manger les punaises. C'est la guerre. Et nous, on est là assis à regarder. Voilà. Justement, on se posait la question de savoir comment on faisait pour sensibiliser les jardiniers à tous ces sujets-là et à quelque chose d'une intimité avec le vivant. Alors, je ne sais pas si je sensibilise. En tout cas, j'essaye de les passionner. J'ai un message à l'Éducation nationale, s'ils pouvaient remplacer SVT par émerveillement. Et j'essaye de transmettre mon propre émerveillement parce que je suis toujours fasciné quand une petite graine de courge comme ça m'a fait une courge de 100 kilos. Mais où elle a pris le truc, le machin pour faire ça?
Et voilà, et donc j'essaie de transmettre cet émerveillement. J'ai beau avoir 58 ans, je n'ai pas fini, et j'espère que j'en ai encore pour longtemps. Et voilà, et comment vous dire, à partir du moment où on commence à montrer tout ça aux enfants et qu'ils se mettent, quand je leur dis venez voir, il y a la guerre des coccinelles et des fourmis, ben, ils se posent avec moi, hein, ils regardent. Là, ce matin, on a eu des perruches. Il y en a de plus en plus. Et elle, pour le coup, elle bouffe mes tomates. Et on a eu des perruches et c'était la première fois que certains enfants voyaient un oiseau aussi vert. Donc on a eu une grande discussion et on se demandait pourquoi il était aussi visible. Et donc je lui ai dit, mais c'est un immigré, lui. Parce que dans la jungle, sa couleur, c'est un camouflage, alors qu'ici, c'est... Tu m'as vu? Voilà, donc il va sûrement muter, peut-être, je ne sais pas. Donc on a des discussions comme ça avec les enfants. Et il y a quelque chose dont je suis assez fier, c'est qu'aujourd'hui, dans les enfants que je connais directement, que j'ai connus, le Pichoun, là, il y en a 11 maintenant qui sont alors, en formation BPREA maraîcher, à zoologie, biologie végétale en université. Et en plus de ça, ils me surveillent. C'est-à-dire qu'elle vient voir, Léa, si j'ai pas mis des saloperies dans la terre, comment ça évolue les projets, parce que c'est leur bébé. Voilà. Oui, parce que la sensibilisation, on sait que les enfants... Par essence, ils s'émerveillent plus vite que les adultes. Et la nature et le vivant les émerveillent. C'est après que ça se dégrade quand même. Alors, il y a la montée d'hormones. Ça s'appelle l'adolescence. Et là, on utilise un autre moyen, c'est-à-dire on leur demande de faire des films, des photos et de photographier du coup, on les ramène comme ça, là-dessus. Mais il faut bien l'avouer, hein, sur cette période-là... Ils sont occupés à autre chose. Voilà, à embêter papa, maman, à gérer les boutons, à plein de choses comme ça. Donc mais ils reviennent, on les voit revenir. Aujourd'hui, j'ai des gamins, ils ont 18 ans, 19 ans, ils m'invitent à déjeuner. Et ils me le disent, qu'ils se sont mis à faire des petits machins à la maison, qu'ils n'ont pas quitté la chose parce que c'est resté d'une façon ou d'une autre dans leur quotidien. Mais quand il y a la montée d'hormones, tu peux rien faire. Hein. Non, certes. Alors après, il y a l'adulte. Et après, il y a la formation. Et ça, je pense que c'est un peu le dernier volet, on va dire, de la table ronde. C'est la formation professionnelle aussi. Et ça, Charles, vous en avez un petit peu parlé. De cet aspect. Alors, on a 2 étudiantes dans la salle qui auront la parole après, justement, pour en parler. Aussi, c'est on forme à quoi aujourd'hui ? On forme un jardinier, on le forme à quoi ? Pour l'instant, de ce que j'ai vu, donc j'ai donné des formations dans des BP, BPREA, lycée agricole. Les élèves sont très réceptifs quand on est passionné. Donc ça, c'est un bon point et ça donne beaucoup d'espoir. Je crois que tout le monde est un peu en quête de sens dans nos vies, là, et là, de ramener un peu de sens concret, je crois que ça marche assez bien. Effectivement, on est encore sur des modèles de formation, ça évolue beaucoup, et je ne suis pas au fait de tous les programmes partout, dans tous les endroits où on enseigne. Ce que je vois, c'est qu'on est quand même encore sur des modèles pas du tout adapté. Je vais le dire comme ça pour être gentil, en fait, hein, mais pas du tout adapté à ce qui va nous arriver. En fait, je crois que on ne prend pas conscience de la rapidité avec laquelle les choses évoluent et que nos écosystèmes, par rapport à la capacité d'évolution de nos écosystèmes, il va falloir qu'on se bouge. Et je pense que l'enseignement est gravement fautif là-dedans parce que les gamins n'attendent que ça. De toute façon, un gamin, il est malléable par essence, donc il va prendre ce qu'on lui donne. Donc on a formé nos agriculteurs pendant des décennies à faire des choses qui étaient pas favorables à la biodiversité, pour le dire comme ça. Bon, maintenant on sait. Ce qui est terrible, c'est qu'on a toutes... Ce qui est terrible, et à la fois il donne une petite note d'espoir, c'est qu'on a toutes les connaissances aujourd'hui pour renverser la tendance, on ne peut pas, pour atténuer les effets du changement climatique, pour qu'on continue à vivre à peu près dignement et correctement tous. Le GIEC a sorti un rapport, le troisième tome du rapport du GIEC, qui n'est jamais diffusé. Hein. On parle toujours du premier tome, à quelle température on va cuire. Il y a 3000 pages de solutions. Il y a 3000 pages de solutions qui sont
et qui ne sont donc pas enseignés, mais qui sont validés politiquement, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de l'écoterrorisme ou de la dictature verte, comme on l'entend. Donc c'est validé politiquement, validé scientifiquement par la communauté scientifique et validé économiquement. Donc qu'est-ce qu'on attend ? Pourquoi dans le milieu de l'enseignement c'est aussi long? Alors on connaît les grosses machines, etc. Heureusement qu'il y a quand même des initiatives privées sous forme associative ou autres qui font des choses en termes d'enseignement, mais en vrai c'est peanuts là. Tant qu'on n'ira pas secouer les politiques pour qu'ils se bougent, j'ai bien peur que ça aille beaucoup trop lentement par rapport au rythme face aux enjeux, quoi. On ne réalise pas tout à fait ce qui se passe, quoi. Et il y a aussi une chose finalement, c'est qu'on découvre des initiatives locales, mais nationalement, on n'est pas au courant de tout ça. Le premier corridor qu'on pourrait créer, les premiers corridors qu'on pourrait créer, c'est entre toutes les initiatives de façon à montrer que c'est un ensemble. C'est pas juste une action dans un coin, mais c'est que chaque petit geste dans tous les coins. Excuse-moi, je sais toute seconde là-dessus. Et évidemment, chacun a son rôle à jouer. Et tous ceux qui ont des jardins peuvent être une partie de ce maillage et d'accueillir cette vie qui vient nous apporter probablement des solutions qui nous seront utiles. Chacun doit le faire. C'est une question d'éthique personnelle. Mais en termes de résultats, on a parlé d'1 million d'hectares de jardins privés. En France, il y a 55 millions d'hectares. Donc 1 million sur 55. Je veux dire, vous voyez bien que la force est un peu disproportionnée. Il faudrait convaincre 100% des propriétaires de jardins pour avoir une influence sur 1 million d'hectares. Donc je crois que tant qu'on n'a pas de volonté politique propre, et là c'est à nous en tant que population, en tant que citoyens, de faire pression un maximum, parce que la théorie, sinon on se retrouve rapidement dans la théorie du colibri, c'est-à-dire il y a des petites initiatives et qui sont louables, et qui sont justes, et qui sont à encourager, mais surtout ne pas tomber. En tout cas, moi, c'est le danger que je vois dans le développement actuel des solutions, c'est que c'est basé sur l'initiative privée, des associations, et que les pouvoirs publics sont complètement désengagés de ça, évidemment, ça les arrange bien, et que finalement, ceux qui s'engagent de manière privée, il y a 2 grands dangers à ça. Il y a tomber dans la théorie du colibri, c'est-à-dire je fais ma part, mais du coup, j'ai l'impression que j'ai fait ma part, donc tout va bien. Alors qu'en fait, le colibri, à la fin de l'histoire, il brûle avec la forêt, et puis la forêt, elle a brûlé. Donc ça a servi strictement à rien. Et deuxièmement, si on se met comme ça, si moi, je fais mon travail de colibri et que toi, tu le fais pas, eh ben, on n'est plus dans le même camp, on n'est plus dans le même bateau, puisque moi, je vais reprocher que l'autre fait moins que moi. Donc je crois qu'il y a quand même un grand danger dans ce mode de développement de militantisme, parce qu'il y a des trucs un peu militants, des trucs moins militants, il y a des actions comme ça. Je crois qu'il faut quand même se recadrer que c'est un problème politique qui nous concerne absolument tous. Là, pour une fois, il y a un consensus scientifique, donc logiquement, c'est un peu objectif, peu importe le bord politique, quoi. Donc, je crois qu'il faut vraiment reprendre la main sur la politique sur ce sujet-là, sinon, j'ai bien peur que ça soit un peu vain, tout ça, quoi. Alors après, on le fait personnellement et voilà, c'est indispensable. Mais Oui. Je crois que toute l'humanité a oublié que nous sommes des êtres faits de chair et de sang. On se croit des robots et qu'on survivra à tout. Et c'est bien ancré dans la tête de beaucoup de gens, je pense. Et si on rappelle juste aux gens que non, tu as un corps, tu respires, tu as des échanges avec l'environnement, tu fais pipi, tu fais caca, tu échanges, tu donnes, tu prends, tu manges. On l'a oublié tout ça, que tout ça c'est un échange permanent, on est intrinsèquement liés tout le temps. Et je suis frappé en permanence de voir des gens qui me disent non, ils ne se sentent pas physiquement concernés. Et je trouve ça triste, parce qu'on a oublié qu'on a un corps, et que ce corps, si on veut en prendre soin, on peut en prendre soin avec ce qu'on mange, avec ce qu'on respire, et avec ce qui en sort. Je suis poétique ce soir. Oui. Et je vais juste une petite phrase. Beaucoup de gens parlent du changement climatique. Moi, ce qui me terrorise le plus, c'est l'effondrement du vivant. Ça me fait vraiment peur. Et je le vois, je jardine depuis 20 ans. Je vois qu'il y a de moins en moins de bébêtes qui volent dans mes jardins. Je vois qu'il y a de moins en moins de choses qui sont présentes. Je m'amuse même des fois à dire, allez, on les compte à la main. On y arrive. Ok. Et puis juste comme ça, il y a un élève chez moi qui s'appelle Max. Il est en 5e et il veut devenir député écolo. Et il a été dire à une journaliste qui lui posait la question « Comment tu vois ton avenir ?» Et ça m'a beaucoup marqué, ce que je raconte à tout le monde.
Il lui a dit, tu vois, on explique aux gens, tu as le choix entre sauver 1 milliard de personnes ou manger du Nutella. Alors tout le monde dit, je vais sauver 1 milliard de personnes, mais en vrai, on bouffe du Nutella. Hein. Et je trouve qu'il a super bien expliqué, avec ses mots, le fait qu'on ne bouge pas. Mais il y a vraiment l'effondrement, là, depuis que vous jardinez, Oui, malgré le fait qu'il y a quand même un vaste plan d'installation de jardin sur les toits. Malgré ça, ça continue. Ah oui, il n'y a pas de doute. Je vais à la campagne, j'arrête pas de me déplacer, je le vois, c'est flagrant, je sais pas, j'avoue que je vous connais pas. Mais j'imagine qu'ici vous le voyez aussi à la campagne. La dernière fois que vous avez vu, je sais pas moi, une abeille charpentière. Mais ouais, mais ça, vous les comptez sur la main, non? Oui. Non? Les cirfs, il y en a de moins en moins, je trouve. Ouais, ça, c'est sûr. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est moi qui psychote, mais je sais pas, les moucherons, je trouve qu'il y en a moins. C'est pas normal, eux. Voilà. Les punaises, par contre, il y en a plus. Ouais, oui, voilà. Je voulais parler peut-être. Alors, je vais plutôt parler d'expérience personnelle aussi. Non, mais de ma mon court temps de vie pour l'instant, rien qu'à mon échelle, j'ai pu observer des disparitions. Le pare-brise de la voiture quand on part en vacances, qui est d'une propreté immaculée aujourd'hui, ou l'été, l'habitude de voir des serpents, des couleuvres. Aujourd'hui, avant que j'en croise une un matin en me réveillant, c'est assez... ça fait longtemps qu'on n'en voit pas, ça c'est sûr. Voilà, les grenouilles aussi. Ouais. Donc non, si, on observe quand même il y a un effondrement. Je suis assez d'accord. Pour avoir une petite note positive quand même, là-dessus, sur l'effondrement, donc moi j'arrive du Lot, donc je vais faire part de mon expérience personnelle. On a 5 hectares dans une vallée en fait, qui a été abandonnée il y a 70 ans au moment où l'agriculture s'est un peu mécanisée, puisque c'est une vallée très pentue, et la ferme contenait 5 vaches, ils arrivaient à s'en sortir comme ça depuis des siècles, alors ils vivaient chichement. Et donc depuis 70-80 ans, les prairies se sont transformées en forêt spontanée. Et puis, on a des grenouilles, on a des salamandres. Quand je dis on a des salamandres, je fais 100 mètres dans mon jardin au mois de novembre, quand il fait 2 à 4 degrés qu'il pleut, c'est 15 salamandres sur 100 mètres. Parce qu'on a encore des mares forestières. Je regardais l'autre jour, on avait un petit insecte à la maison. Je ne sais pas ce que c'était, je prends le guide de la chose, je regarde. Et puis en feuilletant les pages, je dis mais ça en a. Et je regardais, mais ça, répartition, large répartition, peu commun, assez rare, etc. Donc il y a aussi 70 ans à l'échelle de... C'est rien, 70 ans. Bon, on voit que si on arrête d'intervenir, si on laisse la nature simplement se reconstituer, c'est juste ça en fait. Il y a un moment, il faut arrêter de vouloir aménager. Il y a un moment, il faut arrêter d'aménager, il faut sanctuariser probablement des zones, et il faut juste laisser faire. En fait, c'est terrible. Je veux dire, et dans chacun chez nous, on peut avoir des endroits où on laisse faire. Et oui, il va falloir changer, éduquer ses voisins, il va falloir parler avec ses voisins, mais c'est des super sujets de conversation. Le vivant est passionnant. Aujourd'hui, il y a plein de moyens de communication et d'information. Sur YouTube, il y a des milliards de trucs absolument passionnants, gratuits. Au lieu de regarder des conneries sur TikTok, les gamins, ils pourraient mieux de regarder ça, ce serait beaucoup plus efficace. On me disait que pour observer la nature, il fallait du temps. Le temps, on l'a, hein, on passe 5 heures par jour sur les écrans. Donc je crois qu'il suffit juste de couper un peu le téléphone, l'Internet, on se met à re-regarder les choses, on arrête d'intervenir, en fait. C'est juste ça, quoi. Et il faut s'émerveiller, mais c'est assez facile, ça, en général. Si on voit la guerre des pucerons et des coccinelles, je pense qu'on s'émerveille facilement. Ou les petites mésanges. Est-ce qu'on peut avoir une petite note d'optimisme en se disant que comme la biodiversité, c'est une dynamique, est-ce que la dynamique de l'effondrement qui nous fait très peur, elle est inversable? Est-ce qu'on n'est pas arrivé trop tard? Non? Bah oui, mais pourquoi pas? Je ne suis pas assez spécialiste pour répondre. Je vais essayer une note d'espoir historique qui est que la biodiversité a un mécanisme
qui l'amène à se diversifier en permanence. Ça s'appelle l'arbre du vivant, vous connaissez certainement. Le vivant est réuni par un ancêtre commun unique, et c'est de cet ancêtre que descendent toutes les espèces vivantes. Et ça n'en finit plus de se diversifier. L'espoir et le mécanisme de l'ADN qui s'appelle les mutations, en permanence il arrive des nouveautés, de nouveaux insectes apparaissent, de nouvelles espèces végétales apparaissent. Malgré tout, c'est mécanique. Je trouve ça fascinant. Et ce sont bien entendu nos faits et gestes qui ont beaucoup participé à ce que cette mécanique s'enraye. Non, pas du tout, je ne dois pas dire ça. La mécanique et la mécanique du vivant, on ne peut pas l'enrayer. C'est peut-être ça mon optimisme. Je ne veux pas dire par là que nos agissements sont sans conséquences. Il y en a bien entendu. Ça s'appelle l'érosion de la biodiversité. Puisque c'est le sujet de ce soir, les jardiniers aussi, ils sont pour quelque chose. Peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit assez explicitement, peut-être qu'on pourrait appeler biodiversité la notion d'écosystème, c'est-à-dire c'est un ensemble d'êtres vivants, d'espèces et d'individus d'espèces qui vivent dans des milieux de vie différents. Vous le disiez tout à l'heure, il faut que nos endroits, nos jardins, publics ou privés, soient diversifiés, qui vivent avec des relations complexes, qui les rassemblent tous dans ce lieu qu'on appelle écosystème, qui est différent d'un autre écosystème, et ainsi de suite. Et encore quelque chose qu'on n'a pas dit depuis tout à l'heure, c'est que nous sommes très mauvais juges de cette diversité des participants et de leurs relations. Moi, le premier, il y a des espèces animales, notamment, que je n'aime pas. On a parlé, alors si on parle de potager, de lieux alimentaires, il y en a plein qu'on n'aime pas. On a du mal à s'imaginer qu'elles ont un rôle, justement, dans ce fonctionnement complexe. Et l'autre chose qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que beaucoup d'espèces disparaissent. Or, justement, leur nombre, leur diversité et les relations qu'elles entretiennent les unes avec les autres, qui nous échappent certainement totalement, sauf si on est spécialiste de tout ça, sont très importants. Et c'est la diversité, encore c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est la diversité qui est garante du bon fonctionnement des écosystèmes auxquels nous appartenons. Et donc, je le redis une dernière fois, ce qui me rend très optimiste, c'est que la mécanique du vivant, c'est de produire toujours de nouvelles espèces. On ne peut pas s'y opposer, on ne peut pas enrayer ça. Par contre, on peut avoir des effets délétères, mais aussi positifs. Et donc, plutôt que de parler de jardin, il faudrait parler de milieu, finalement, d'équilibre. Tout à fait. Oui, oui. Et ne pas vouloir faire, effectivement, les cailloux et le palmier. Et l'un n'empêche pas l'autre. Et le beau? Alors, justement, sur le beau. Je ne sais pas si c'est une conclusion, mais pour se remettre un peu dans ce que tu disais, que la nature a des mécanismes qu'on n'arrêtera pas. Et en fait, le danger, c'est pour l'humanité. C'est pour l'humanité. Et en premier lieu, pour notre mode de vie. Là, sur les prochaines décennies, centaines d'années, je ne sais pas, moi je ne suis pas spécialiste. L'enjeu, il est pour nous. Et je crois qu'au lieu de s'efforcer à vouloir sauver la nature, il faudrait qu'on se mette dans le crâne que c'est la nature qui pourra nous sauver ou pas. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons sauver la nature. Nous, on n'a on a des pouvoirs de changer le cours des modifications et des évolutions. Et on n'a pas de moyens d'arrêter l'évolution. Par contre, une nature défectueuse, inappropriée, nous, on est le fruit d'une coévolution dans notre écosystème. On est très récent. Les premiers homos qui ressemblaient à peu près à ce qu'on appelle des homos, c'est 6 à 7 millions d'années pour l'instant. Bon, le végétal est sorti de l'eau il y a 480 millions d'années. Et les premières bactéries ou les archées, c'est 4 milliards d'années. Donc on est ridicule dans l'échelle du vivant. On vient juste d'arriver et qu'on partirait d'un claquement de doigts, que ça ne changerait rien à ces mécanismes qu'on n'enrayera pas. Donc l'idée, c'est peut-être plutôt de se dire, en fait, au lieu de vouloir sauver la nature, laissons la nature opérer pour qu'on puisse prospérer ou perdurer encore un peu, parce que sinon on pourra peut-être prospérer dans des conditions compliquées. Ça, c'est ça le problème aussi. C'est les conditions, quoi. De note positive, notre alimentation va évoluer, on va manger beaucoup moins par obligation, on va être en meilleure santé, on va être beaucoup plus beau.
Voilà. Et une dernière chose, souvent les gens disent, quand je vois les enfants, quand je leur dis, ça c'est la question qu'on voit tout le temps, quand je leur montre un moustique et que je leur dis j'aime bien le moustique, ils me disent mais non, ça sert à rien le moustique. Je dis mais toi tu sers à quoi? Donc c'est cette idée que tout le temps quelque chose de la nature, de l'environnement doit servir à quelque chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on est propriétaire de tout. Voilà, c'est tout. Ça c'est encore un autre débat. Ça pourrait être encore pendant des heures. De où se place l'être humain dans l'échelle du vivant. Une conclusion? Oui, moi je voulais revenir sur cette notion de beau. Au final, le beau, c'est tout à fait subjectif. Et la notion de la beauté a quand même évolué assez régulièrement depuis très longtemps. On parle beaucoup en ce moment de l'évolution du regard que l'on porte sur le corps humain. Je pense que sur la nature, c'est la même chose. Et les filles, je vous lance un peu le bâton. la mode du paysage, du jardin, n'arrête pas de changer, d'être bouleversée. Et quand on pense au jardin à l'anglaise du XVIIIe siècle qui voulait recréer la nature, bah en fait, on a tout un tas de solutions à portée de main. Et il suffit peut-être de prendre du recul sur ce qu'on a l'habitude de voir et d'aller observer. Je crois qu'on disait pendant la préparation, observer ce que font les autres, observer ce qui se fait ailleurs, éduquer son regard, éduquer sa connaissance, parce que on aime ce que l'on connaît et l'on protège ce que l'on connaît. Et voilà, c'était un peu ma dernière considération pour la soirée. Et une part d'imaginaire aussi. Alors, justement, donc maintenant vient les questions dans la salle et en premier lieu, donc, à nos deux étudiantes qui vont se présenter. Bonjour Carla. à tous. Alors, je m'appelle Carla Meyer et je suis accompagnée de ma camarade Rosen Schall qui s'y présente. Nous sommes étudiantes à l'école d'architecture des jardins et de la transition écologique qui s'appelle Les Sages, à Paris. Et alors, tout d'abord, merci pour cette table ronde et pour inaugurer ces nombreuses questions. On a une question. Premièrement, en fait, il y a un grand paysagiste qui parle justement qu'il faut instruire en fait l'esprit du non-faire, comme on a instruit auparavant l'esprit du faire, en fait, de l'aménagement. On dit aussi le désaménagement, entre guillemets. Mais en fait, où s'arrête cette question du non-faire et comment nous, en tant que paysagistes, en fait, on peut aider en fait, la biodiversité à s'installer, parce qu'on se rend compte aussi que le non-faire a peut-être une possible limite, que en fait, elle peut peut-être supprimer certains milieux, comme par exemple dans le territoire de la montagne, où en fait, on a quand même des grandes plaines qui sont du coup pâturées par des ovins, des bovins. Et en fait, justement, si on supprime en fait cette transhumance et que possiblement ça devienne des forêts, on supprime tout un milieu de prairies. Et justement, ce qu'on cherche, c'est cette diversité de milieux. Donc, comment en fait trouver cet équilibre entre nous et la nature, la laisser faire. Voilà. Charles. Excellente question. Donc déjà, il y a une partie de la réponse qui était que tu as déjà la réponse. Ce que tu dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour effectivement, si on n'a plus d'élevage. Alors si on n'a plus d'élevage et qu'on n'a plus de chasseurs, on devrait retrouver vite fait les grands herbivores qui vont nous refaire des prairies. Mais l'idée, c'est d'avoir une mosaïque hétérogène de paysages. Donc une fois qu'on a ça en tête, si on considère que d'enlever le paysage, enfin les alpages ou la transhumance, ou d'enlever l'élevage bovin par exemple, ou caprin, ou ski broute, quoi, ski rumine, ça va appauvrir le milieu, on peut décider d'en garder une partie pour ne pas appauvrir le milieu. Donc déjà, une fois qu'on a cette notion d'hétérogénéité et d'une lecture à grande échelle du paysage, on peut le faire. Ça sous-entend quand même qu'il y a une espèce d'organisation politique de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on arrête de s'installer en agriculture. Chez moi, dans le Lot, là, on habite un bled de 180 habitants, les gens font du veau qui part être engraissé en Italie avec des céréales françaises, tenez-vous bien, avec des céréales françaises. Des fois, ils reviennent en France pour être consommés, mais la plupart partent en Iran, en Turquie et en Algérie. Et pourtant, les gens continuent. Et au supermarché d'à côté, on a bien du veau à vendre qui vient d'ailleurs. Donc si on n'organise pas le territoire de manière intelligente,
et non pas en respectant justement les capacités de l'environnement à produire ce dont on a besoin. Encore une fois, c'est toujours tourné un peu autour de nos besoins quand même, tout ça. Donc je pense qu'il y a encore une fois une question politique, parce qu'on a on a déjà toutes les infos, toutes les connaissances pour lire le paysage. On sait ce que c'est qu'une mosaïque, on sait ce que c'est que des corridors écologiques. On connaît, même s'il y a beaucoup de choses que tu as évoquées qui sont très complexes et qu'on ne maîtrise pas, mais on connaît les grands besoins, on connaît. Donc l'idée dans un paysage ou dans un jardin, en tout cas moi c'est comme ça que je travaille, puisque je fais de la conception des aménagements pour des agriculteurs ou des maraîchers, des jardiniers, je faisais ça avant. On appelle ça le design en permaculture, mais je ne dis pas trop ces mots-là parce que des fois ça fait un peu hurler ou alors ça met dans des idées un peu erronées. Il faut créer, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, il faut créer un maillage de biodiversité qui permet à chaque être vivant d'accomplir sa mission, si tant est qu'il ait une mission. Enfin, chaque être doit pouvoir manger, se déplacer et se reproduire. Donc gîte et couvert pour tout le monde, de la micro à la macrofaune. Donc après, il faut juste comprendre de quoi ont besoin les petits insectes, de quoi ont besoin les oiseaux, de quoi ont besoin les chauves-souris. Une chauve-souris ou les petits passereaux, par exemple, les oiseaux, s'ils n'ont pas une chauve-souris, si elle n'a pas un arbre ou un arbuste ou quelque chose qui va lui refléter son écho dans les 30 mètres, elle a l'impression d'être dans le vide intersidéral. Donc elle ne viendra pas manger vos moustiques qui vous embêtent l'été dans votre pelouse si tout est tendu et qu'il n'y a pas un arbre. Et donc à partir du moment où on comprend les besoins, et ça c'est totalement connu, quoi. Je veux dire, on a décrit beaucoup de ces besoins-là. À partir de ça, il suffit de respecter ça. Donc moi, j'engage à faire un maillage à l'intérieur duquel on va pouvoir appliquer nos techniques les plus vertueuses de production, nos endroits de loisirs aussi, parce qu'on peut avoir une pelouse, un gazon anglais là, devant sa maison. Ça n'a aucune espèce d'importance si le reste du terrain ou le reste de l'espace est organisé de manière intelligente et laisse la place au reste du vivant. On a le droit de s'octroyer 200 mètres carrés pour jouer au foot avec ses enfants. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc je crois qu'il faut juste un peu de bon sens, et on a toutes les connaissances de quoi ont besoin les oiseaux. Et après, il faut aussi penser champignons, bactéries. Parce qu'en fait, les végétaux, si ça ne fonctionne pas dans le sol, ça ne fonctionnera pas en haut, quoi. Et petite technique d'aménagement aussi et d'observation. Dans la nature, quand on se balade, et il y a des gens qui ont fait ça très bien, il y a des relevés botaniques qui se font qui ont été consignés sur Tela Botanica dans un truc qui s'appelle Sophie, où on va pouvoir voir en fait que sur des milliers de relevés, si vous avez un chêne pubescent par exemple, à 60% vous avez du lierre avec, vous avez du troène, vous avez de la garance voyageuse, vous avez un fragon, etc. Et bien, quand on plante des choses aujourd'hui, en fait, il faut arrêter de penser en termes d'un seul individu, puisque comme nous, les plantes vivent en communauté, puisqu'elles partagent des champignons mycorhiziens notamment, et des communautés bactériennes qui leur permettent de vivre tout simplement mieux, en meilleure santé, d'avoir un métabolisme qui fonctionne totalement. Ça, John Kempf a fait des études magnifiques là-dessus, sur la nutrition des plantes et la santé des plantes, de par la qualité du microbiote. Et ça, on sait que plus c'est diversifié, et plus on met les plantes qui sont habituées à vivre ensemble, plus ça marche. Donc dans la construction des paysages, on a tous les outils pour le faire. Donc pour moi, c'est un maillage fonctionnel à l'intérieur duquel on va pouvoir faire notre potager, nos grandes cultures, tout ça. On sait tout faire, on le sait, on connaît vraiment toutes les techniques, quoi. Donc c'est assez simple en fait. Il faut penser maillage, hétérogénéité, bon sens. Voilà. Bon, on arrête là parce que ça pourrait durer encore une heure. Pense. Mais tout procède du fait de connaître ce vivant. C'est ça. Est-ce que vous avez... Rosanne. Oui, bonjour, donc moi c'est Rosanne Schalk, toujours étudiante à l'ISAGE. J'avais une seconde question. On a beaucoup parlé de corridors écologiques. Au tout début, Monsieur Takas, vous avez dit que les corridors écologiques n'étaient pas imaginables en ville, selon vous. Donc ma question c'était, est-ce que vous autres, vous êtes d'accord avec ça? Parce que c'est vrai qu'on a parlé de laisser faire, on a parlé de l'importance du sol. En l'occurrence, en ville, c'est assez complexe, la question du sol, de la terre. La question du laisser-faire est très complexe aussi dans un milieu où en fait, on demande à chaque espace d'être utile. Donc voilà, comment faire pour effectivement créer des corridors écologiques dans l'espace urbain et permettre aux riverains de le côtoyer, en fait, ce corridor écologique. Alors,
Nadine? Ouais. Je suis d'accord, un corridor écologique dans un milieu urbain, c'est quelque chose qui s'oppose complètement. Et en permanence, il y a des choses qui ne vont pas. Ne serait-ce que où vont nicher les oiseaux quand on n'arrête pas d'enlever des arbres et qu'on construit des immeubles. Avant, les immeubles avec des tuiles, les oiseaux arrivaient à nicher, les chauves-souris et tout ça. Aujourd'hui, on fait des immeubles en verre, ils se fracassent. Donc, beaucoup de choses sont changées. Par contre, on a des prises de conscience. Je ne dis pas que c'est encore la panacée, hein, j'en en ai loin, hein, mais on le voit de plus en plus. De plus en plus, on veut mettre des arbres, de plus en plus, on crée des parterres fleuris, de plus en plus, de plus en plus. Mais depuis tout à l'heure, je regarde les deux tableaux là, et c'est Notre-Dame. Et vous regardez déjà, je ne sais pas à quelle époque ça date, mais ils ont déjà bétonné. Et juste à côté, il y a tout le parc qui est autour de Notre-Dame. Vous voyez tous les arbres qui sont là. Ben, c'est ça qu'il faudrait qu'on imagine autour de nos constructions, ces mixités-là. Tout à l'heure, je ne sais pas votre nom. Charles. Salut. Donc Charles, vous disiez que c'est hétérogène. Ben voilà, on est en train de construire un paysage hétérogène. On a un fleuve, du béton, une église, des arbres et je ne sais pas ce qu'il y a par terre là. Et voilà, c'est ça en permanence qu'on doit rechercher. Je ne suis pas certaine que le fait qu'on installe des jardins sur le toit construise des corridors écologiques. Par contre, si on se met à végétaliser de plus en plus, que ce soit en extensif, c'est-à-dire des sédums, des petites prairies sur les toits, ou des projets de jardin ou de potager sur les toits, on va finir par bien construire quelque chose avec le temps, avec la force. Et puis je suis bien d'accord que la force créatrice de la nature étant tellement forte que quoi qu'il arrive, elle trouvera des réponses. On le voit déjà apparaître dans des endroits du monde où elle a trouvé des réponses. Les continents de plastique, il y a des nouvelles bactéries qui apparaissent qui bouffent le plastique. Donc elle aura des réponses. Est-ce qu'elles me conviennent à moi en tant qu'individu humain? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle trouve des réponses. Voilà. Donc pour moi, la ville doit se débitumiser le plus possible. Et peut-être qu'on devrait marcher en basket dans la rue et enlever certaines chaussures et faire comme les New-Yorkaises. Et quand dans le métro on a des baskets et que dès qu'on arrive au boulot on passe en chaussures à talons, et ben peut-être qu'on devrait comme ça envisager notre ville de plus en plus d'endroits où on marche dans la boue, dans du sable ou dans de la terre et que sais-je, et qu'on fasse revenir des chevaux. Donc j'arrête. Et c'est la seule façon dont je le vois se construire sérieusement et réellement. Juste une seconde, j'ajoute un petit truc. On peut aussi imaginer que les villes soient des endroits un peu moins, avec un maillage moins serré pour la biodiversité. Si l'ensemble du territoire, ce qui est important, je trouve, c'est les questions d'échelle toujours. Et je pense que si en France on avait un maillage écologique, ou en Europe ou dans le monde, absolument fonctionnel dans tous les territoires, mais que dans les villes il n'y avait pas un arbre, ce serait pas agréable, ce serait pas beau, vous auriez chaud, tout ça, tout ça. Et il y a plein de techniques qu'il faut appliquer dans les villes. Mais on pourrait aussi imaginer que ce sont des lieux plus humanisés, un peu moins de biodiversité, mais ça ne changerait probablement pas le cours des choses. Ce qui change le cours des choses, c'est sur l'ensemble du territoire, je crois. Évidemment, toutes les solutions que tu as évoquées sont à mettre en place. Oui, je rebondis rapidement sur ce que tu viens de dire, Charles. Effectivement, se pose... Oula, il est très fort ce micro. Non mais ça va, n'inquiétez pas. Se pose beaucoup la question aujourd'hui de la zéro artificialisation nette qu'on essaye d'avoir en ville. Et en fait, on arrive à justement essayer de trouver un point d'équilibre entre limiter l'étalement urbain, donc ne pas continuer à artificialiser des sols, et en même temps ne pas faire de la ville un point noir en fait de biodiversité. Et Paul Robert, tu parlais de la SN, la stratégie nationale de biodiversité. Moi, dedans, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu, c'est cette idée de valoriser les friches contre l'artificialisation. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il faut prendre le parti de réhabiliter les friches, mais pour en faire des habitations, en fait, pour en faire du bâti, du dense, de l'imperméable. Et voilà, c'était juste, ça prolonge un peu le débat plus que ça n'y répond. Mais il y a peut-être aussi ce point d'équilibre à trancher. Et comme tu dis, ça peut être une solution, en fait, de se dire la ville est un point noir, mais elle est limitée à la ville. Et on fait en sorte qu'autour, ça fonctionne. Je sais pas, Robert, ce que tu en penses. Alors, je n'ai pas dit exactement que les corridors écologiques, ça n'existe pas en ville. J'ai juste dit qu'il me semble que la circulation des espèces fonctionne de manière beaucoup plus diffuse que linéaire et tracée par un corridor, et que ça passe par où ça peut encore passer, en fait. Pour parler de zéro artificialisation nette, c'est-à-dire ne pas imperméabiliser des terrains qui ne le sont pas encore, qui du coup sont porteurs de végétation,
L'une des stratégies architecturales est de l'histoire des tours, de surélever la ville, de surconstruire, qui pose d'autres questions énergétiques et d'aspect général et ce genre de choses. Pour répondre un tout petit peu, mais on n'aura pas le temps d'aller très loin dans comment fait-on en ville vraiment. Donc nous identifions des corridors écologiques importants. La Seine et les canaux, c'est très net, qui contiennent encore des obstacles, des écluses. Un barrage écluse est un obstacle à la circulation des espèces et notamment à la remontée des saumons. Oui, nous avons des saumons en Seine, donc nous travaillons sur la levée de l'obstacle du barrage écluse de Suresnes sur la Seine au Bois de Boulogne, qui est un point noir identifié. La réflexion est entrée à la ville par quels sont les lieux de passage privilégiés des espèces et qui correspondent en même temps à ce que je disais tout à l'heure, par où est-ce que ça peut encore passer, les avenues arborées. Mais il y a une amélioration écologique très importante que l'on peut faire et qui est en cours déjà depuis plusieurs années, qui est non plus d'avoir des arbres plantés dans un rond, dans une découpe de bitume, mais de les réunir par une jardinière continue et de rajouter les deux strates végétales qui manquent, l'arbustive et l'herbacée. De mettre en défend, parce que sinon c'est un lieu de traversée, et la végétation ne survit pas, et ensuite c'est à rebrancher avec l'ornement, l'agrément, etc. Je vous redis, le plan biodiversité de la ville souhaite arriver à l'idéal de 50% de plantes régionales dans les nouvelles plantations, donc dans ces rajouts dont je parle. Y a-t-il d'autres questions ? Alors, la biodiversité, oui. Oui, bonjour. Il va y avoir les élections européennes. Est-ce que vos réflexions, on les retrouve au niveau européen, connaissant les objectifs très particuliers, je dirais, de l'Europe en matière agronome et agroécologique ? Je crois qu'il y a tout et son contraire dans les politiques et je ne suis pas totalement au fait de tout ce qui se passe. Je pense que dans les textes, en fait, c'est acté, hein, les trames vertes, les trames bleues, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont actées politiquement. On signe des COP 24, 26, tout ça. Donc je crois qu'il y a beaucoup de blabla. Il y a beaucoup de possibilités aussi, en fait, dans les textes. Il y a des fonds qui sont... il y a tout et son contraire. On a eu un plan de relance pour l'arbre l'année passée et l'année encore d'avant, où on a débloqué des millions, 50 millions d'euros pour replanter les arbres. A priori, on se dit que c'est bien. Mais en fait, c'était replanter des arbres. On a coupé des zones de feuillus qui n'étaient pas très bien valorisables. On a remplacé ces zones-là par ces plantations-là. Les propriétaires ont profité de ce plan de relance pour se faire financer des plantations de sapins de Douglas. On a besoin de sapins de Douglas, il n'y a pas de problème. C'est assez efficace comme production de bois, mais on voit bien qu'il y a ça. Donc la politique, elle fait tout et son contraire. Il y a des plans là pour financer la plantation de haies. Et puis dans le même temps, on continue à arracher le glyphosate. J'en parlais un tout petit peu tout à l'heure avant de venir. Là, on a bien vu, on a un petit recul sur les produits phyto, etc. Il y a un truc qui n'est pas bien compris, je crois, et qui est vraiment une erreur de communication de nos hommes politiques, parce qu'ils savent, sur la question du glyphosate, on nous l'autorise, on nous l'interdit, etc. En fait, si on veut faire une transition écologique réelle en agriculture, en changeant les pratiques, notamment dans les grandes cultures, c'est-à-dire d'arrêter le travail du sol, qui est la plus grande catastrophe qu'on ait dans l'agriculture aujourd'hui, c'est pas d'utiliser un peu de glyphosate, la catastrophe, hein. C'est de travailler les sols. Eh bien, sans glyphosate, nos agriculteurs ne seront pas en capacité d'arrêter le travail du sol. Et on doit garder le glyphosate en tant que béquille, comme les gens qui vapotent au lieu de fumer. C'est une béquille pour arrêter, pour transitionner. Et ça, c'était quand même... On voit que les politiques sont vraiment... ils sont nuls, mais nuls, parce que même s'ils n'y croient pas, ils auraient pu faire passer ça sous un couvert, pour élever un peu le débat, au lieu de polariser le débat, les agriculteurs, les écolos, les uns contre les autres. En fait, les débats sont beaucoup plus compliqués que ça. Donc moi, je crois que dans la politique européenne, moi, je pense que dans les textes, il y a quasiment tout pour qu'on fasse.
mais qu'il n'y a pas de volonté politique pour mettre en place et que c'est détourné, comme le plan de relance d'il y a quelques années, c'est détourné dans l'utilisation. Donc moi je pense qu'il y a quasiment, si on utilise tout ce qu'ils veulent bien nous donner à bon escient, il y a déjà une grosse marge de manœuvre. Non, on vous a tout dit. Rosane. Oui, alors j'ai une autre question, moi, c'est assez précis, mais enfin, c'est sur en ce qui concerne les jardiniers un peu privés, enfin particuliers, chez soi, dans son jardin. Vous avez parlé tout à l'heure du chou, par exemple, pour attirer certains nuisibles. Est-ce qu'il y aurait d'autres exemples, par hasard, en fait, pour justement attirer, entre guillemets, certains ravageurs nuisibles, enfin, ce qu'on considère comme négatif, mais qui n'est pas forcément, pour justement, en fait, déstigmatiser, entre guillemets, ces ravageurs-là? Est-ce que vous avez d'autres techniques, en fait, pour les attirer sur autre chose que les espaces, par exemple, de potager qu'on veut cultiver? Une petite pancarte, non? Je vais déjà reprendre le mot de mon voisin, hétérogénéité. Donc je vais avoir sur mes buts de culture plusieurs familles, j'en ai pas qu'une. Ensuite, il y a plusieurs façons de raisonner. Tout à l'heure, il parlait de strates. Donc il y a des insectes qui sont aériens, mais il y a aussi des choses qui se passent au niveau racinaire. Donc on appelle ça les plants de compagne, les millepales, et tout ce qu'on voudra. C'est différentes associations qu'on va faire pour attirer certaines choses. Par exemple, les capucines, on sait que ça attire les pucerons joyeusement. Donc on va les cultiver avec les courges. Et en même temps, je vais glisser des œillets d'Inde parce qu'au niveau du système racinaire, les œillets d'Inde, ils vont attirer les... Petit machin blanc là. Oh, merci. Les nématodes. Non, l'autre. Les colomboles. Les quoi? C'est nématicide, il me semble. Oui, c'est ça, c'est les nématodes. Pardon, parce que je ne suis pas scientifique. Et c'est en associant tout ce petit monde qu'on va obtenir quelque chose qui va dépérir et se faire bouffer par tout le monde, et quelque chose d'autre qui va se développer joyeusement. Sur ces sujets-là, là, si je vous en parle, on passe quelques jours ensemble, et c'est des choses que moi encore j'apprends, et que je découvre aussi par la pratique, et de façon parfois inopportune. Quand j'ai découvert que le chou kale, les punaises, elles adorent, je leur mets du chou kale tous les ans. Voilà. Et il y a beaucoup d'études qui ont été menées là-dessus, beaucoup de maraîchers, beaucoup de gens qui cultivent ont des documentations là-dessus, je les ai lues aussi. Xavier Mathias, il fait un très bon bouquin sur le potager. Donc vous en avez plein qui vous en parlent sur différentes façons, parce qu'il y a le raisonnement aérien et le raisonnement dans le sol. Et il y a aussi des plantes, ce qu'on appelle les engrais verts, qui vont capter un certain nombre de choses dans l'air ou dans le sol et qui vont le restituer dans le sol pour les autres plantes, ou qui vont encore une fois se connecter, mycorhizer, etc. Donc ce n'est pas une réponse, c'est tout un ensemble. Juste une manière de penser quand on est face à un problème dans son jardin, quand on a des punaises ou des pucerons, c'est si on veut avoir, comme là, les punaises sur le chou kale, etc., en fait, ce qu'on espère, dévier, pourquoi pas, mais pour les pucerons notamment, en fait, la plupart des pucerons... Voilà, attention. Il ne faut pas trop reculer, apparemment. Ça va pour les pucerons, si on veut avoir, par exemple, le sureau attire un puceron particulier, en gros, les pucerons, ils sont un peu inféodés à une plante. Le puceron du rosier, il ne va pas sauter sur vos fèves ni sur votre chou, c'est le puceron cendré qu'il y a sur le chou. Et donc, ce qu'on espère faire, la logique, c'est j'ai un ravageur, quel est son prédateur? Et comment je favorise l'arrivée du prédateur? Donc, si je veux le prédateur, il faut le ravageur, sinon j'ai pas le prédateur. Donc si je veux des chrysopes, si je veux des mésanges, si je veux des coccinelles, si je veux des cirfes dont les larves sont friandes de pucerons, etc., il me faut tout un tas de trucs. Et quand on ne sait pas, c'est hyper simple. On met des haies diversifiées avec des essences locales, on laisse un petit peu de bordel derrière, sous la haie, et en général, il y a des cirfes, des coccinelles, des mésanges, et il y a un peu tout ce qu'il faut. Donc c'est assez simple. Donc il faut chercher le prédateur. Et une fois qu'on a le prédateur, ben des fois ça marche pas, hein, mais c'est la meilleure solution qu'on a. On peut protéger les choux avec les voiles anti-insectes aussi, quand on en fait beaucoup. Et puis, les milieux, c'est ce que vous avez dit, hein, des milieux diversifiés. On parle beaucoup des jardins-forêts, de l'agroforesterie, donc ça, ce sera un autre sujet encore.
il faut aller vers effectivement cet équilibre. On conclut ? On conclut. Merci. C'est tout ? Prochain rendez-vous le 4 avril, où on parlera de l'eau et de cette ressource à la fois dessous, dessus et au milieu. Merci.